pour l'impact de la pandémie sur les pays autour de la Méditerranée, je me présente, Majdi Hassan, je suis universitaire et je suis membre du FIMIS, aussi conseiller exécutif de l'ISCE, qui est membre aussi du FIMIS. Je voudrais vous présenter un résumé des quelques travaux qui sont effectués par les membres du réseau et aussi les principaux résultats et avec un certain focus sur la Tunisie, pour lequel on a fait un peu d'études d'impact sur différents domaines, que ce soit sur l'emploi, sur les secteurs, sur les indicateurs économiques et même sur la société civile. La crise du coronavirus a menacé les économies. Nous avons eu un impact sur le cycle économique. C'est un choc d'offres et en même temps un choc de demande. C'est ce qui a abouti à le ralentissement, voire à l'arrêt de l'activité économique. Ce choc-là, il a fallu y résister. Et on va voir que les différentes mesures qui ont été prises en compte, ce sont des mesures justement pour absorber les conséquences de ce choc, pour pouvoir résister. Mais il y a des secteurs et des entreprises et des agents économiques qui ont été le plus sinistrés et peut-être le plus exposés, et aussi qu'ils ont bénéficié le plus des mesures de soutien. Il y a d'autres qui étaient plus marginalisés, et on va voir tous ces éléments-là en détail. Mais il faudrait avoir que les conséquences aussi ne sont pas aussi uniquement des conséquences de court terme, mais il y avait des conséquences sur la baisse de la croissance et aussi sur la baisse de la productivité. Et justement, il y a un ralentissement en termes d'investissement, ce qui a abouti parce que les entreprises, ils sont en période d'observation, les opérateurs économiques, ils sont en période d'observation pour voir les évolutions de marché, les évolutions de l'offre, l'évolution aussi en termes de productivité. Et surtout, il y a un élément qui n'est pas toujours cité, mais c'est le changement au niveau du comportement des consommateurs, parce que maintenant, en termes de besoins et en termes des habitudes de consommation, il y a un certain bouleversement dans les habitudes qui est en train de faire changer les marchés. Toutes les prévisions qui sont faites sur des modèles et sur des prévisions qui ont un soubassement, qu'on a un comportement de consommateur qui va rester le même. On va avoir juste une reprise de l'activité économique qu'avant avant la crise. Ils sont à prendre avec modération. L'impact aussi, c'est un impact financier. Il faudrait savoir que les marchés financiers, ils étaient touchés pendant cette période-là, et il faut voir aussi toute maintenant la création monétaire et le soutien qui a été fait par les autorités centrales. Ils ont aussi un impact qu'on va voir, et nous sommes en train maintenant de voir, lorsqu'on est dans une phase de reprise, que les conséquences sont de plus en plus importantes, et le risque inflationniste est là. C'est pour ça que depuis même le mois de janvier, on a dit que le risque d'avoir le phénomène de stagflation est là, et c'est pour ça qu'il faudrait éviter de rentrer dans cette trappe-là, c'est-à-dire avoir une inflation, parce qu'on va avoir une augmentation des prix des matières premières et du prix du baril, mais avec une baisse de la consommation. On va avoir des soucis pour relancer la croissance. Le constat est là. L'analyse, lorsqu'on prend l'analyse des indicateurs économiques sur l'année 2020, l'année 2020, c'est une année pour laquelle on a vu l'avant-Covid, pendant le confinement et après le confinement. Mais lorsqu'on voit, par exemple, l'impact surtout du premier confinement et disons, l'absorption du choc du Covid sur les principaux pays de la Méditerranée. Par exemple, en Espagne, on a eu une dégradation de moins 18,5%
des activités du PIB pendant le deuxième trimestre. En France, ça a été de moins 13,8. Donc, en Italie, ça a été de moins 12,4. Et dans des pays qui sont moins capitalistiques et surtout qui sont des pays qui sont plus orientés vers l'export, comme la Tunisie. Donc, la chute du PIB, ça a été de moins 20,4 pendant le deuxième trimestre 2020, ce qui a engendré donc une baisse de moins 8,8 sur toute l'année 2020. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en considération. L'autre élément essentiel, c'est l'augmentation du taux de chômage. Donc ça, c'est un phénomène général, l'augmentation du taux de chômage. Par exemple, lorsqu'on prend les cas des pays qui sont les plus orientés vers les services, vers le tourisme, et donc on prend par exemple le cas de l'Espagne qui avait une augmentation de 355 000 chômeurs. Si on prend le cas par exemple de l'Italie, ça a été donc un nombre aussi important. Pour le cas du Maroc, donc il y avait aussi une augmentation donc, du taux de chômage. En Tunisie, nous avons une augmentation de 133 000 chômeurs supplémentaires. Donc, il faudrait analyser cet élément-là de l'augmentation de chômage. Donc, et nous avons plusieurs études qu'on a élaborées sur ce phénomène-là. Donc, on a vu que lorsqu'on a eu cet aspect de chômage, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont donc perdu leur poste d'emploi, il y avait un mouvement, donc une migration vers l'emploi informel, mais aussi lors d'une étude qu'on a effectuée avec des collègues chercheurs dans le cadre du projet Include, donc on a remarqué aussi que même dans les pays et même, par exemple, dans les différents pays, et surtout en Tunisie, lorsque ça a été le sujet de notre étude, donc il y avait aussi une perte des postes d'emploi, même dans l'informel, donc qui a été de 55 000 postes d'emploi. Et ça, c'est un élément à prendre en considération parce que ça touche des populations vulnérables et ça touche la stabilité sociale des pays. Donc, il y avait deux mouvements. Donc, il y avait l'augmentation du taux de chômage, il y avait aussi la migration du formel à l'informel, mais même aussi au niveau de l'informel, donc il y avait des suppressions de postes d'emploi parce que c'est donc le confinement, donc il a arrêté plusieurs activités qui sont dans l'informel. Pour voir aussi les mesures d'accompagnement, ça a été principalement des mesures d'absorption de choc. Et si on prend par exemple le cas de la France, on retrouve qu'il y avait un dégrèvement de l'impôt, il y a des prêts de trésorerie, il y a le fonds de solidarité. La même chose aussi qu'on peut retrouver en Espagne, donc avec la possibilité de moratoire de paiement d'intérêts. Ça a été le même cas aussi en Tunisie, au Maroc, dans les différents pays. Et chaque pays, selon ses capacités, ils ont essayé de préserver au moins l'offre et leur capacité de production, de préserver les postes d'emploi, de aussi avoir cette capacité-là aussi à préserver la demande, mais il y a plusieurs problèmes qui sont exposés. Premièrement, la difficulté de la mise en place, et il y avait plusieurs entreprises, plusieurs opérateurs, et aussi, donc, on remarque que les pays qui n'ont pas un bon recensement de la population, des caractéristiques socio-économiques de la population, ça a été plus difficile pour eux d'avoir cette possibilité-là de pouvoir absorber les effets du choc, mais aussi, donc, nous avons remarqué que même cette phase d'absorption, donc c'est vrai qu'on s'était intéressé plus au secteur du tourisme, au secteur de services, aux entreprises industrielles, mais il y avait d'autres secteurs qui n'ont pas fait l'objet de mesures spécifiques et qu'on retrouve que lors de la reprise,
Donc, ça va être plus difficile dans plusieurs pays, donc y compris la Tunisie, y compris d'autres pays aussi, parce que les secteurs, par exemple, du transport, du manutention, du entreposage, et aussi le secteur agricole, donc ce sont des secteurs essentiels. Si l'activité, elle va reprendre maintenant en 2021, donc est-ce que c'est vrai qu'il y avait des secteurs qui ont été sinistrés et touchés de plein fouet, mais il y avait d'autres qu'il a fallu aussi préserver parce qu'on aura besoin de leur qu'ils soient prêts au niveau de la chaîne de valeur et au niveau de la reprise. Donc, la création de ces fonds-là, et ça a été, par exemple, le cas de la Tunisie, nous avons la création d'un fonds de soutien. Donc, le réchelonnement des dettes fiscales, ça a été aussi un élément important, mais tout le problème, ça a été la difficulté de la mise en place. Et on revient toujours à l'élément essentiel qui est l'élément de la digitalisation de l'administration et des services administratifs. Donc, l'élément important qu'on remarque au niveau des mesures d'accompagnement, c'est surtout la résilience du secteur privé et des opérateurs économiques. Ils ont mis en place donc plusieurs mécanismes. Donc, ils ont fait appel à des services aux entreprises, donc, et surtout la résilience du secteur bancaire qui a aussi contribué et qui a collaboré avec plusieurs entreprises. Mais ça, donc, on remarque qu'il y a toujours la disparité parce que les TPME, ils étaient les plus touchés. C'est vrai que les grandes PME et les grandes entreprises, donc, ils ont trouvé plus de support de la part du secteur financier que les autres. Donc, et ça, je reviens donc à la problématique des PME et surtout des micro-entreprises. Les micro-entreprises, si on voit par exemple les études qui ont été effectuées par surtout la BAD au niveau du Maroc, au niveau de l'Égypte, au niveau de la Tunisie, on remarque que vraiment les entreprises qui étaient le plus touchées, c'est les TPE. Donc, et ça a été un vrai problème, surtout parce qu'il y avait une très grande baisse en termes de revenus. Ils ont perdu leur capacité de production. La perte au niveau des postes d'emploi était très importante. Si on prend par exemple le cas de la Jordanie, donc 90% des entreprises signalent qu'ils ont une baisse de leurs revenus. Donc, et 85%, ils trouvent que leur activité, elle est menacée. Pour le cas aussi de la Tunisie, donc le problème des micro-entreprises qui représentent plus de 90% du tissu des entreprises en Tunisie. Donc, ça a été, ils étaient les plus touchés et surtout au-delà de l'impact économique, mais l'impact social donc de ces entreprises-là, donc qu'il a fallu prendre en considération. Et on remarque que il n'y avait pas des mécanismes spécifiques et une capacité donc de répondre rapidement, surtout aux besoins des TPE au niveau des différents pays de la région. Ben, si on prend par exemple le cas de la France et on prend le cas d'une enquête qui a été effectuée juste sur la région du Rhône et de la Loire, donc on remarque que 74% des entreprises ont opté pour le chômage partiel, 40% ils ont opté pour le télétravail et on va revenir à cette logique de télétravail et surtout vers cette orientation maintenant vers le télétravail et ce qui va entraîner de plus en plus de perte de postes d'emploi non essentiels, donc, et une orientation de plus en plus accrue des entreprises vers la digitalisation, ce qui va faire perdre des postes d'emploi. Donc, et ça, c'est un élément important qu'on retrouve dans les différents pays lorsqu'on parle maintenant de leur manière de faire, c'est principalement en termes de gestion de crise, c'est essayer de minimiser la dépendance par rapport aux travailleurs. Et c'est pour ça qu'il faudrait aller de plus en plus vers la digitalisation et aussi privilégier le télétravail, même dans des activités qui ne sont pas normalement donc,
adaptés au télétravail, comme l'agriculture ou bien l'industrie, mais maintenant, il y a des développements et de la recherche qui est en train d'être faite dans dans ces secteurs-là. Je voudrais aussi parler de l'enquête qui a été faite par l'ERF. Donc, l'ERF, ils ont effectué une enquête le mois de février. Donc, et on remarque que 51% des ménages ont connu une baisse de revenus. Donc, cette baisse-là, donc, elle a touché de plus en plus les travailleurs indépendants et les travailleurs de l'informel. Donc, et le problème toujours qu'on retrouve, c'est la non-observation de ces catégories-là, surtout qu'il y avait plusieurs mécanismes qui étaient, par exemple, imaginés pour pouvoir les toucher, des plateformes pour les inciter à s'enregistrer, mais on retrouve toujours ces difficultés-là. Ben, au niveau maintenant, en termes de conséquences, donc il faudrait juste il y avait plusieurs éléments que je voudrais mentionner, mais la première chose, maintenant nous sommes dans la période de reprise avec le début de la vaccination dans les différents pays, mais il faudrait savoir en termes de reprise, est-ce que les chaînes de valeur sont prêtes? Est-ce que les activités de soutien, donc, elles sont prêtes pour la reprise? Ben, si on parle par exemple du secteur touristique, est-ce que les compagnies aériennes sont là pour répondre aux besoins et pour assurer le transport aérien? Et c'est la même chose aussi pour les activités, mais aussi, donc, il faudrait se réadapter parce qu'on va avoir un comportement du consommateur qui va être plus averse à la consommation et il faudrait imaginer et avoir de l'innovation pour créer de nouveaux besoins. Donc, mais en plus de ça, donc, on va avoir donc principalement dans les pays qui sont importateurs donc de pétrole, donc et importateurs de matières premières, donc une inflation sous-jacente, une inflation importée surtout des matières premières, donc qui va être corrélée et par l'augmentation du prix des barils qui est aux alentours de 68 et que les prévisions donc disent que au deuxième semestre, il va être à 75 voire à 80 dollars, ce qui va être un coût important, surtout pour les pays qui sont en train de subventionner leur énergie et aussi, donc ça va toucher la compétitivité des entreprises. Ça ne va pas être le cas pour les pays producteurs, donc qui vont en bénéficier. Et c'est pour ça, donc, le secteur de l'énergie et surtout la compétitivité de ce facteur-là va être très déterminante en termes d'attractivité des IDE, en plus de la recherche de la productivité, parce que après cette période de ralentissement, généralement, ce qu'on observe, c'est la perte de la productivité du capital humain, et les pays qui sont en train de mettre des programmes de formation, de réadaptation, donc c'est eux qui vont être le plus aptes à avoir bénéficié de la reprise. Le secteur aussi de santé, donc après cette crise et après la pression, donc il va avoir aussi donc des soucis au niveau de la reprise, et surtout le grand souci, ça va être surtout qu'on va se désintéresser un peu de l'investissement dans le secteur de santé, et ça va être un élément important parce que généralement, lorsqu'on voit toutes les théories et toute la littérature qui parle des pandémies, généralement, il faudrait se préserver, avoir des politiques publiques de santé très claires pour se préserver contre l'apparition d'autres pandémies dans le monde. Le secteur du textile, donc ça va être qui est un secteur important et un pilier fondamental des économies des pays de la Méditerranée, qui fait employer de plus de 60 millions de travailleurs. Mais il faudrait savoir que ce secteur-là donc va avoir des avantages et des inconvénients, et cette capacité, lorsqu'on va parler de la résilience et de la résilience proactive
et sa capacité qu'il a montré, surtout pendant cette période-là de réactivité et de nearshoring, ça va être un élément important et il pourra bénéficier surtout d'un avantage parce qu'il a montré de la réactivité, il a montré de la célérité par rapport aux concurrents asiatiques et c'est un élément important et c'est parmi les secteurs que plusieurs considèrent comme classiques, mais c'est un secteur qui peut avoir des niches de croissance et surtout de spécialisation et qu'il ne faut pas omettre dans les stratégies industrielles des différents pays. La même chose aussi pour le tourisme, donc qui est un secteur sinistré, mais la reprise du secteur et surtout l'orientation des pays, si ça va être principalement pour le tourisme durable, ça va être de plus en plus important et il faudrait avoir la capacité d'absorber donc la reprise de ce secteur-là, parce que, comme le disent les spécialistes du secteur, ça va impacter les habitudes. Donc, généralement, les gens, ils vont, les pays qui peuvent capter les réservations pendant la reprise, donc en 2021-2022, ils vont assurer une reprise à long terme plus que les autres. Donc, l'élément essentiel, c'est qu'il faudrait ne pas oublier, c'est qu'on parle de choc, et lorsqu'on parle de choc, il faut parler de la résilience, et de la résilience réactive, donc à court et à moyen terme, c'est-à-dire la capacité d'absorber le choc. Et maintenant, on va parler de reprise, mais la relance va être pour une résilience proactive et de long terme qu'il faudra aménager et qu'il faudra aussi chercher des secteurs porteurs, des marchés porteurs et surtout, il faudrait se focaliser et aider les entreprises. Et ça, c'est un élément important parce que toutes les mesures maintenant qu'on voit, ce sont des mesures de soutien financier, mais l'élément essentiel, c'est l'assistance technique parce qu'il faudrait trouver de plus en plus d'éléments d'éléments dans la stratégie, dans la technicité pour pouvoir se repositionner sur des niches, sur de nouveaux marchés, pour trouver aussi des niches pour améliorer la productivité. Et c'est un élément important qu'il faudrait le prendre en considération dans les différentes politiques publiques. Il faudrait s'assurer aussi d'avoir l'assistance technique et surtout les pays du sud de Méditerranée. Je crois qu'ils ont plus besoin d'avoir cette assistance technique parce que ce n'est pas uniquement une question financière, mais il faudrait avoir de la technicité, de l'intelligence pour qu'on puisse assurer la reprise et bénéficier aussi des capacités. Donc, je voudrais juste souligner que le FEMIS a élaboré une série de policy papers, donc, et dans lequel donc, il y avait que la reprise du système économique, donc il faudrait que ce se fait donc avec un large soutien, avec l'entrepreneuriat national et aussi donc il faudrait avoir des mesures de coopération régionale pour la régulation des flux de capitaux pour stopper l'hémorragie des capitaux et aussi la création d'une agence de notation euro-méditerranéenne qui peut donc tenir compte des différents risques. L'autre élément que je voudrais juste terminer, c'est que dans la région maintenant, nous avons la restructuration, la reconstruction de la Libye, pardon, donc, et qui va être une opportunité pour les pays voisins. Il y a aussi donc les changements structurels qui sont dans d'autres pays, donc et ça, surtout dans les pays producteurs de pétrole et qui peuvent être un élément important, notamment pour la Tunisie et pour l'Égypte et pour les pays voisins, pour contribuer et surtout pour assurer une meilleure intégration dans la région. Il faudrait la prendre comme une opportunité. Ce n'est pas une opportunité de marché, mais c'est une opportunité pour bâtir une intégration, soit en termes de convergence réglementaire, soit en termes de convergence des politiques publiques et aussi assurer une bonne connectivité. Donc,
L'autre élément important, c'est que maintenant, nous avons une orientation vers le télétravail, vers la téléutilisation qui vont être maintenant des données au niveau de l'élaboration des politiques économiques, mais on va avoir aussi plus de populations vulnérables. Donc, on va avoir plus d'exclusion. Donc, et il faudrait se soucier de ces éléments-là, sachant que lorsqu'on a vu au niveau de la crise, donc, l'aspect genre, il a été très important. Donc, les femmes, ils ont plus perdu d'emploi que les hommes. Et c'est un élément qui n'était pas mis en exergue et discuté surtout pour avoir donner plus d'attention aux entreprises qui sont gérées par les femmes et surtout la perte des postes d'emploi féminins, surtout dans les pays de la Sud-Méditerranée. Et aussi, donc, il faudrait considérer aussi le troisième secteur, donc tout ce qui est les associations et les entreprises qui, euh, qui opèrent dans l'économie sociale et solidaire, qui sont importants pour la stabilité sociale des pays, qui assurent un rôle et qui ont été touchés parce que leur activité, leur modèle économique, il est principalement dépendant des bailleurs de fonds qu'ils ont eu à se soucier plus de leurs problèmes économiques nationaux. Donc, et l'activité de coopération internationale, elle a été un peu freinée pendant cette période-là. Et ce sont deux éléments qu'il faudrait avoir les avoir donc sous la loupe et les analyser parce que c'est un élément important pour assurer une bonne coopération euro-méditerranéenne. Et je vous remercie.